Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Nous sommes en présence d'un compatriote congolais, au nom de Nimba Pelé, qui va nous parler de sa vie familiale, politique et ses activités extra-professionnelles. Nous allons aborder aussi le sujet de tout ce qui se passe dans la diaspora concernant, bien entendu, le combat, l'interdiction de musique dans la diaspora, la politique du gouvernement central en RDC, voir la nouvelle vision pour l'élan 2016, les élections 2016, parce que là on doit en parler, parce que là le combat que les Congolais ont pu mener, ça a donné ses fruits, mais il y a eu un réel problème de coordination au sein de la diaspora, raison pour laquelle nous allons aborder tous ces sujets autour d'une thématique simple, la vision, une nouvelle vision pour la nouvelle RDC, sans guerre, sans exactions, sans des emprisonnements extrajudiciaires, sans de problèmes graves de droits de l'homme et la protection bien entendu de l'enfance. Nous allons aborder ce sujet avec cet homme qui est avec moi, qui va se présenter. Mais quand on regarde son parcours et son cursus universitaire, nous avons en face de nous un homme qui a une brillante carrière politique et un bon parcours universitaire, bardé de diplômes. Il a une maîtrise qui va nous parler d'administration économique et sociale, obtenue à Paris 13. Il a également une maîtrise d'armement, des armements et vérification. Il va nous expliquer de quoi il s'agit. Armement, désarmement, je pense qu'il fait partie d'une élite de 80 personnes qui ont pu obtenir cette sanction. Alors, nous allons aussi comprendre quelle est la magie que nous pourrions mettre en place afin que le Congo sorte de l'ornia. Bonsoir, monsieur Nimba, comment ça va? Bonsoir, monsieur Bongo. Alors, j'ai essayé de brosser brièvement votre portrait. Pouvez-vous nous expliquer quelle a été votre motivation pour se lancer, en fait, avant de commencer, d'expliquer votre parcours dans le domaine politique? Oui, merci, monsieur Bongo. C'est inné, je peux dire. Tout est parti en 1981. Je venais d'accéder à l'université de Kinshasa en Polytechnique et puis on a fait la grève pour réclamer nos droits. Mais hélas, le régime de l'époque de Marshal Mobutu ne voulait pas entendre et nous on a fait la grève. Et puis c'était la fermeture de l'université. Et il n'y avait que deux facultés qui étaient restées, médecine et pharmacie. Et nous autres, on a été relégués dans nos villages d'origine. Et de là, de retour à Kinshasa, je n'ai pas eu l'inscription et je suis allé à Brazzaville. Vous voyez, donc on était dans la jeunesse qui essayait d'appréhender la politique de notre pays. Et puis, du coup, j'ai eu le goût et le sentiment de m'engager, de militer pour le bien-être du Congo. Et tout est parti de l'arrestation et de la relégation des étudiants qui nous étions à l'époque dans nos villages d'origine. Il y en a d'autres qui sont allés à Kotakoli
Et à partir de là, c'est comme une sorte de révolte qui est venue à moi pour essayer de battre pour le changement politique dans mon pays. Et tout est parti de là. Tout est parti de là. Alors, nous allons bien sûr revenir sur votre parcours, votre cursus universitaire. Vous avez deux diplômes de maîtrise, à la fois au niveau de l'économie et de l'administration et armement et désarmement, vérification. Vous l'avez obtenu à Paris 13. Expliquez-nous un peu, on connaît l'administration économique, expliquez-nous brièvement sur la spécificité de armement, désarmement et vérification. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça concerne quoi réellement? Ok. Au niveau des maîtrises de l'administration économique et sociale, option commerce international, là c'est clair. Ça, on connaît bien sûr, il n'y a pas de Par contre, maintenant, au niveau de la spécialisation que j'ai faite, le troisième cycle, en fait, c'est un troisième cycle. Très bien. Ouais, c'est Bac plus 5 de maîtrise, armement, désarmement et vérification. En fait, ce sont des études stratégiques pour la stratégie pour question de sécurité internationale. Vous voyez donc les pays comme la France qui ont des politiques mondiales, ils mettent en place des stratèges pour imaginer, concevoir les doctrines de sécurité, concevoir en cas de qui est l'ennemi, comment les frapper. Donc tout est bien préparé à l'avance. De manière à ce que donc quand il y a des problèmes, on ne sait pas quoi faire, on attaque directement. Donc ce sont des études stratégiques. La stratégie militaire pour la sécurité internationale. Alors ça c'est armement. Et désarmement, c'est, au fait, vous savez, il y a eu beaucoup d'accords de désarmement avec les deux grandes puissances pour démantèlement des armes à destruction massive. Et ces accords de... La guerre froide, par exemple, la guerre froide. Oui, les accords de TNP pour limiter l'accès à la bombe atomique à d'autres pays, que ce soit nécessairement qu'avec les pays, 5 pays qui sont membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Et tout ça, tous ces accords, ça se désigne par désarmement. Parce qu'en fait, c'est pour empêcher et détruire, démanteler les armes à destruction massive pour rester que dans des guerres conventionnelles. Et vérification, effectivement, c'est pour aller vérifier aussi sur le terrain que, effectivement, les accords qui ont été signés, les désarmements ont eu lieu. Par exemple, si je prends le cas de l'Irak, au fait. Après, il fallait qu'il y ait l'équipe sur le terrain pour aller vérifier que, effectivement, en Irak, il n'y a plus de danger, il n'y a aucune tête à ogive nucléaire qui traîne quelque part. Donc, en fait, c'est qu'on n'a jamais trouvé d'ailleurs. On n'a jamais trouvé d'ailleurs. Ok, mais très bien. Alors là, c'est assez pointu et c'est une chance pour nous et les gens qui nous suivent pour essayer de comprendre les implications militaires qui se déroulent dans l'Est de la RDC. Dites-nous aujourd'hui, 20 ans après l'invasion du Rwanda en RDC, avec de multiples rébellions qui naissent et qui disparaissent, dites-moi, que peut-on faire aujourd'hui en RDC pour recouvrer en fait une certaine liberté et une intégrité territoriale? Ok, moi je crois que pour la RDC, le problème est simple. La première des choses que la RDC doit faire, la République démocratique du Congo doit faire, c'est d'abord de réconcilier les Congolais. Réconcilier les Congolais, ça veut dire quoi? Parce qu'il s'est passé des choses, il faut que les Congolais sachent la vérité. Sur tout ce qui s'est passé par exemple à l'Est, pourquoi on a tué autant de nôtres, pourquoi il y a eu des trahisons, pourquoi le président Kabila a été tué. Il y a beaucoup de choses que les Congolais attendent d'abord avoir la vérité. Et une fois que la vérité est mise en place, par le biais des mécanismes qu'on va mettre en place, déjà commission, réconciliation et puis tout, donc ça sera d'une manière de laver nos plaies en famille. Et à partir de là, il faut maintenant décider qu'est-ce qu'on va faire des coupables, parce qu'il faut mettre fin à l'impunité. Et une fois qu'on a fini avec ces problèmes intérieurs, il faut maintenant poser la question: qui sont les ennemis du Congo? Ça, c'est la question qu'on pose. D'ailleurs, ce n'est plus à démontrer, parce que les ennemis du peuple congolais, on les connaît, de l'État congolais, les agresseurs sont nommément désignés, notamment les Rwandais et Paul Kagame.
même au fait qu'ils sont... Par bien entendu le Conseil de sécurité des Nations Unies, bien entendu. Il faut le dire clairement. Il faut le dire clairement. Voilà. Et chose étonnante... On ne désigne pas pour désigner, mais voilà, avec le rapport... Avec le rapport de l'ONU. Voilà. Même si l'ONU, aujourd'hui, ne prend pas des mesures coercitives contre le Rwanda, contre l'agresseur, mais au moins il l'a désigné comme quoi c'est l'agresseur de notre pays. Alors maintenant, nous ne devons pas attendre que la communauté internationale fasse la guerre pour nous, les Congolais. Donc il faut que cette guerre soit notre guerre à nous. Pour que ça soit une guerre à nous, nous devons d'abord, après la commission, laver nos plaies intérieures, nous devons constituer une armée disciplinée, une armée républicaine, une armée dotée de moyens de capacité, de moyens de frappe, de capacités de frappe modernes et bien équipée. Et une fois que le Congo a une telle armée, suivie d'un service de renseignement militaire efficace, à ce moment-là... Il y a des miens qui est là. Ce n'est pas efficace. Très bien. À ce moment-là, le Congo peut dire que oui, ils ont des moyens de défense. Mais vous verrez qu'une fois que le Congo a ces moyens de défense, et ça va créer l'équilibre des terreurs. C'est-à-dire, nos agresseurs vont commencer à avoir peur que s'ils s'amusaient, les représailles seront telles que... proportionnelles par rapport à leur... Voilà. Et à ce moment-là, sur la table de négociation, il y aura un beau débat équilibré et à partir de là, on va mettre en place des mesures de confiance mutuelle entre nos agresseurs pour faire en sorte... Et le voisinage aussi. Oui. Et pour faire en sorte que notre pays, avec nos voisins, mette fin à l'insécurité, comme ça. Donc, c'est l'équilibre des terrains qui ferait que le Congo soit respecté. Ce ne sont pas des visites de courtoisie, parce qu'entre les nations, les affaires se règlent par la force, par la puissance, et non pas par des visites de courtoisie. Donc, nous avons intérêt à bâtir cette armée que tout le monde dit, tout le monde sait, mais qui tarde à venir par manque de volonté politique de nos dirigeants actuels. Voilà, donc voilà, il n'y a pas mille solutions. Nous devons devenir forts après avoir fait vérité et réconciliation, lutter contre l'impunité avec une justice impartiale. Et à ce moment-là, nous avons une armée qu'on va les doter des moyens, des capacités pour dissuader. Parce que ça, c'est d'abord pour dissuader les ennemis. Une capacité dissuasive. Et à partir de ce moment-là, on va aller sur les tables de négociation pour trouver les voies et moyens de mettre en place des mesures de confiance pour le bon voisinage. Et à ce moment-là, on va retrouver une paix durable. Alors, tant que le Congo n'aura pas son armée efficace et moderne, dotée de toutes ses capacités, le Congolais restera toujours les valets des étrangers. Alors, vous réfutez, d'après vos propos, la force d'intervention qui s'installe dans l'Est de la RDC, mandatée par, bien entendu, le dernier accord d'Addis Abeba. Oui, ben, je dis que donc, aujourd'hui, nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas l'armée efficace pour faire face. On a vu autant de fois, depuis le CNDP, s'ils veulent prendre Goma, c'est des jours. Dernièrement, en novembre 2012 ici, je crois, le M23 a envoyé la ville de Goma et l'armée était en débandade. Aujourd'hui, ils occupent une portion de notre territoire et notre armée est incapable de faire. Le Luthoré, le Rochoro. Voilà. Et aujourd'hui, cette émission-là, on n'a pas le choix. Pour dire qu'on ne veut pas de ça au Congo, il faudrait montrer nos capacités, les capacités que nous n'avons pas. Alors maintenant, il faut accepter cette mission de brigade d'intervention, mais est-ce que cette brigade d'intervention va arriver à ramener la paix? Parce que MONUSCO est chez nous avec autant de... C'est que j'allais vous poser la question. La MONUSCO a elle seule plus de 19 000 personnes en RDC. Et le M23 installe sa base en face de la MONUSCO. Pensez-vous que c'est une provocation ou ces M23 se prennent pour des rois dans le secteur? Oui, mais je crois que M23 et les M23 sont bien soutenus par le Rwanda. Que le Rwanda a livré les 3 missiles air au sol. Oui. Et ils se connaissent. Ils ont l'information sur les capacités réelles de la MONUSCO en face. Pour l'instant, le M23 n'est pas inquiété.
Et ce que nous craignons aujourd'hui, que si l'armée congolaise est incapable de s'organiser pour gagner ce territoire et gagner la guerre et mettre fin à tous ces groupes de rebelles qui sévissent au Congo, et si nous donnons notre confiance, notre espoir aux brigades d'intervention qui va se mettre en place, et si cette brigade d'intervention échouait, cela voudrait dire quoi? Mais c'est la balkanisation assurée. Je crois que dans l'histoire, en tant que stratège, on nous parle de la séparation de Corée aujourd'hui. Entre Corée du Nord et Corée du Sud, c'était presque pareil. L'ONU a échoué. La Chine est entrée du côté de Corée du Nord pour faire barrage contre l'avancée des soldats de l'ONU. Et aujourd'hui, la ligne de démarcation, c'est la séparation entre les deux États. Donc je crois que nous devons faire un effort, nous-mêmes, en tant que Congolais, d'avoir nos propres moyens de défense. Cette guerre doit être la guerre des Congolais. Cette guerre est la nôtre. Nous avons des exemples malheureux. Des exemples malheureux. Quand on pose des questions à ce qui c'est le secrétaire d'État américain, le secrétaire d'État John Kerry, quand on lui pose la question, il dit ceci, qu'il n'y a pas la solution miracle pour le Congo, c'est l'expérience qu'ils ont tentée en Yougoslavie, ainsi de suite. Cela veut dire quoi? C'est la balkanisation. Aujourd'hui, les accords cadres, c'est la dernière étape pour passer à la balkanisation, sauf si nous, Congolais, nous reprenons cette guerre et nous la gagnons et nous mettons en place la sécurité, l'intégrité territoriale de frontières sécurisées, l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire. Sinon, c'est comme un cadeau empoisonné qu'on a donné au Congo, à part qu'on a donné beaucoup de conditions à l'État congolais. Les Rwanda et les Ouganda, les pays agresseurs, sont en même temps juges et partis parce qu'ils sont signataires de l'accord. Donc, moi, je pense que l'avenir du Congo... Le Conseil de sécurité aussi. Je pense que donc, cet accord-là, nous ne pouvons pas l'applaudir pour l'instant. Je pense que donc, nous avons intérêt pendant ce temps à organiser notre propre armée pour lutter. Parce que le Congo est indivisible et restera indivisible. Le Congo est un et restera un. Ça peut être occupé aujourd'hui, ça peut être occupé demain. Moi, je sais que nous, les Congolais, le peuple congolais, nous n'accepterons jamais la balkanisation de notre pays. Même si aujourd'hui le Congo est occupé, demain, mais ça ne sera pas occupé tous les jours parce qu'à un moment donné, nous allons nous relever pour aller relever ce défi, pour enfin recouvrir l'intégrité territoriale de notre pays. Oui, très bien. Je reviendrai sur l'intégrité territoriale de notre pays, la RDC, qui est la RDC, mais je reste encore sur la dernière question concernant, bien entendu, la défection de quelques militaires, quelques éléments du M23. Hier, il y a eu 79 défections. Avant-hier, il y a 5 jours, il y a eu 500 défections. Ne pensez-vous pas que c'est une stratégie, une méthode rwandaise pour envahir la FARDC? Oui, mais je crois que donc ça c'est bien dit. Parce que, et puis il faudrait savoir quand il y a défection, on le met où? Parce que j'ai pris qu'il n'y a pas eu de référencement. Voilà, j'ai pris qu'il y a eu défection, ils ont intégré l'armée. Tout à fait. Mais comment ça? Les soldats qui étaient de l'autre côté, ils arrivent, il n'y a pas de mécanisme de rééducation, tout comme ça, on les prend, on les réintègre dans l'armée. Qu'est-ce qui dit qu'ils sont... Qu'est-ce qui permet de leur faire confiance? Moi, je ne pense pas que c'est une bonne méthode. Et d'ailleurs, vos inquiétudes sont justifiées, elles sont quand même des inquiétudes qui sont valables. Pourquoi? Parce que, à supposant que ce sont des infiltrations encore, et au moment des affrontements, ces mêmes soldats qui ont défecté vont tourner le dos à la FARDC pour les gens de leur base habituelle. Donc moi je crois qu'il faut faire beaucoup attention en politique et en matière d'armement, en matière de défense, les choses ne doivent pas se passer comme ça. On ne peut pas dire qu'il y a eu défection d'OTAN et le prendre et l'intégrer dans l'armée. Il faut qu'il aille dans un camp de rééducation pour s'assurer que oui, effectivement, leur défection est réelle et effective. Mais c'est là aussi ça nécessite le temps pour qu'ils apprennent les habitudes de notre armée. Bon, c'est vrai, ils étaient dans les CNDP, on leur a donné les grades, on leur a intégré en bloc au sein de l'armée nationale. Et cette armée nationale, ils ne veulent pas être dispatchés à l'intérieur du pays, rester toujours dans l'Est, et après venir revendiquer encore, on les prend encore, on les injecte encore au sein de l'armée. Mais c'est quoi ça cette histoire? Il faut qu'on mette fin à cette histoire, il faut que nous ayons notre armée, il faut que les Congolais, nous les Congolais, nous soyons à mesure de mettre en place l'armée et aller au front pour
faire pour gagner cette guerre? Moi, je sais que si les Congolais se lèvent aujourd'hui pour combattre, je sais de quoi est capable notre peuple congolais. Donc c'est parce que peut-être aujourd'hui, ils n'ont pas l'unité, ils n'ont pas encore l'unité nationale, ils n'ont pas l'intérêt national entre eux. Pourquoi? Peut-être les dirigeants qui sont à la tête du pays ne montrent pas cet intérêt et ça décourage les Congolais. Je me rappelle quand Laurent Désiré Kabila était venu, quand il y a eu l'agression, il suffit juste d'un petit mot et que de voir les machines et tout comme ça chasser les... Les gens du Tchango, les enfants du Tchango ont fait le travail formidable pour, bien entendu, renverser la vapeur. Alors, je reste sur le principe de l'intégrité territoriale. On dit, me dit-on en français, le poisson commence à pourrir par la tête. Alors, ne pensez-vous pas qu'il y a un réel problème avec le patron entre guillemets, de la RDC, parce qu'on peut dire ce qu'on peut dire. Aujourd'hui, en tête de la RDC, il y a un président qui est mal élu et qui gère le pays par défi. Alors, ne pensez-vous pas que tous ces problèmes viennent de cet homme qui est à la tête de la RDC, qui est Joseph Kabila? Oui, ben, il n'est pas exempt de responsabilité. Il a sa responsabilité en tant que le commandant en chef de l'armée, le garant de la nation. Et vous voyez que donc l'histoire là de l'intégrité de notre pays ne commence pas aujourd'hui. Je me rappelle à 94 ou 96, quand l'Ouvira est tombé, le président de l'époque c'était Bissou Mungu. Il a montré une carte pour revendiquer le territoire de Kivu tout consort dans le compte du Rwanda. Et il y a eu quand même des réactions d'autres présidents, notamment le président Bongo, tout comme ça, pour dire qu'écoutez, qui est celui-là qui viendrait remettre en cause le territoire que nous avons hérité au moment où on n'était même pas encore né. Ils se sont retirés, mais ils ont mis en place la stratégie, mais c'est la même stratégie qui continue aujourd'hui par transplantation de ces Rwandais sur notre territoire, et à un moment donné, ça va aller par les mécanismes internes, comme ça s'est passé à Kosovo, pour déclarer, et après s'il y a le MONUSCO à côté ou l'ONU à côté pour bien sécuriser ça, voilà la balkanisation. Oui, la balkanisation aussi viendrait aussi de ce que la HR veut faire de ces réfugiés rwandais. Alors parlez-nous un peu de ces réfugiés rwandais qui sont établis depuis très très longtemps en RDC, que le Rwanda refuse de leur rapatriement dans leur pays. Le Rwanda n'a pas le droit de refuser ses concitoyens. Le Rwanda, le réfugié rwandais doit rentrer chez eux. Parce que je vois mal que l'ONU donne les instructions à l'État congolais, notamment les dialogues, alors qu'il y a les dialogues qui fait longtemps entre Hutu et Tutsi au Rwanda, que personne n'en parle. Donc ces réfugiés-là n'ont pas la place au Congo, leur place chez eux au Rwanda. Et nous devons faire de tout de notre mieux qu'ils partent et qu'on doit faire, il faut qu'on fasse pression à Paul Kagame d'accepter ses concitoyens. L'État n'enlève pas la nationalité. Et là, ils n'ont pas demandé, et même s'il est demandé, il n'est pas dit que l'État congolais l'a accepté. Donc ce sont des sujets rwandais. Moi, je ne vois pas, là où il y a les débats, on doit dire à Paul Kagame de faire son dialogue avec le dialogue interethnique, en fait. Parce que le Rwanda n'a que des ethnies. Or, nous, le Congo, nous avons plus de 400 ethnies, mais il aurait fallu depuis 1994 que le Rwanda, qui n'a que des ethnies, nous exporte au Congo aujourd'hui les pratiques et les techniques de génocide. Nous, on ne connaissait pas ça depuis longtemps. On vivait en cohabitation avec nos populations, avec nos voisins, même si on est des tribus différentes. Donc, voilà, donc je pense que ça, les Tutsis ou les Hutus, des FDLR ou des Hutus civils qui sont au Congo, leur place c'est au Rwanda, ce n'est pas au Congo. Et alors, leur place au Rwanda, on voit le Bichi, qui est Kingwadondo, la deuxième personnalité de la RDC, allait faire un tour au Rwanda. M. Chivanda, qui est parti également ministre des Affaires étrangères, négocier. Pourquoi s'attacher à cette importance? Le Rwanda, c'est la puissance de la région maintenant. C'est qu'on peut penser. Moi, je pense que focaliser par rapport au Rwanda, la paix au Congo doit passer par le Rwanda. Que pensez-vous de cela? Oui, mais on peut aujourd'hui dire que donc, au niveau de l'Afrique des Grands Lacs, le Rwanda est incontournable.
c'est quand même, il a une hégémonie régionale. Et vous savez qu'après la fin de la guerre froide, les grandes puissances ne voulaient plus intervenir dans des petits États ou dans des situations de l'Afrique. Ils ont cherché à déléguer leur responsabilité à des États, comme parmi ces États, au niveau des Grands Lacs, il y a le Rwanda qui est au fait le porte-parole de grandes puissances qui les soutiennent derrière. Donc il a quand même cette hégémonie au niveau de la puissance de la région. Et par la faute de notre pays, le Congo. Parce que normalement, avant, l'hégémonie était au Congo avec le maréchal Mobutu. Mais depuis le départ du maréchal Mobutu, il n'y a pas de dirigeants crédibles. Il faut être crédible pour attirer la confiance des grandes puissances. Mais il n'y a pas de personnalité crédible au niveau au sein de l'équipe dirigeante de notre pays, pour l'instant, pour arriver à convaincre que cette hégémonie revienne. Et l'hégémonie doit revenir avec beaucoup plus de préalables, ce qui n'est pas le cas pour aujourd'hui. C'est pour cela que, donc, effectivement, je crois qu'aujourd'hui, Rwanda joue le rôle d'une puissance régionale. Au niveau de la région, c'est au moins le Rwanda qui envoie les soldats pour le compte des Nations Unies à travers le monde. Donc, ils ont quand même la capacité, leur armée a la capacité de projection, c'est-à-dire projeter la puissance. Et au fait, ils ont aussi quand même un laisser-aller par rapport au problème des génocides, donc ils en profitent. Mais l'hégémonie n'est pas tout le temps. C'est à nous maintenant, Congolais, de s'organiser pour faire en sorte que nous puissions récupérer l'hégémonie qui est le nôtre. L'hégémonie au niveau des Grands Lacs, c'est le Congo qui le détient. Maintenant, il faut maintenant travailler pour être beaucoup plus crédible, avoir plus de crédibilité dans les concerts des nations, pour que notre voix soit écoutée, notre voix soit entendue et que notre cause soit entendue par les autres nations, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Nous passons dans la rubrique économique. Aujourd'hui, la RDC traîne tout en essayant de s'en sortir avec le nouveau patron de la primature, M. Matata Pognon. Quelle est l'image portez-vous par rapport à ces technocrates que tout le monde félicite? Oui, ben ça mérite quand même de respect, ça mérite quand même félicitations. Je dis toujours que le niveau avec lequel notre pays avait atteint, tout dirigeant ou tout gouvernement qui venait devrait quand même faire les exploits parce que le pays était tellement bas qu'on ne peut que faire quelque chose. Bon, maintenant, les problèmes, mon problème est par rapport aux efforts qu'ils font, qui sont naturellement bien, la révolution de modernité, stabilisation des cadres macroéconomiques, maintien de prix, inflation baissée, croissance augmentée. À des chiffres. Voilà. Donc il va aller avec la croissance des chiffres. Ok, mais le problème pour moi c'est que oui, mais la salade dans l'assiette des Congolais n'a pas changé. Le Congolais meurt toujours de faim. Le Congolais n'a pas toujours... Le panier ménager. Les paniers, il n'y a pas le pouvoir d'achat. Le Congolais n'a pas les moyens pour subvenir aux besoins de ses enfants, même pour les scolarisations, même pour la santé. Le Congolais n'a même pas de transport, même si le Premier ministre a dit que donc il y a maintenant les bus qui ont été achetés, 150 se trouvent à Kinshasa, 50 encore à Boma. Tout ça. On sait qu'avec 10 millions d'habitants à Kinshasa, on peut juguler en fait cette pénible situation de transport à Kinshasa. Non, je pense que donc c'est un début, et je pense que donc ils vont continuer parce que ça ne va pas suffire. Et moi, je voudrais seulement dire que depuis que notre pays a été dirigé sous la Deuxième République, c'est comme si les programmes de gouvernement ne servent que à satisfaire les exigences des institutions financières internationales. La communauté internationale. La Banque mondiale. Le Club de Paris. Au détriment de la majorité. Moi, je pense qu'aujourd'hui, faire des routes, c'est bien. Avec l'apport de Kinshasa, les routes ont été financées pas par le budget de l'État congolais, par l'emprunt de
la communauté internationale a bien entendu par l'Union européenne. Il faut quand même tenir compte de ces éléments. Oui, justement, c'est pour cela que donc, si c'est... Et que l'argent, une bonne partie de cet argent a été détourné. Oui, et si ces financements sont quand même arrivés sur l'axe, sur les projets de routes et tout comme ça pour la révolution de la modernité, c'est aussi parce que nos dirigeants ont défendu cela. Et pourtant, avec l'argent qu'on a utilisé, rien que pour aménager la ville de Kinshasa avec des routes, ça pouvait servir à beaucoup d'autres choses. Au niveau, dans les Congo profonds, les pistes pour acheminer les denrées alimentaires périssables, il n'y en a pas. Et pourtant, on a aménagé les miroirs à Kinshasa, et pourtant, les denrées périssent dans les fins fonds de nos forêts là-bas. On n'a pas simplement aménagé le miroir à Kinshasa, on a aménagé seulement 6 km dans la capitale. Ça allait plus servir à quelque chose. 6 km dans la capitale, et tout en cachant la misère dans le petit quartier, dans les petites communes. Voilà. Et ça, c'est la politique miroir de propagande, mais on ne va pas, on ne fait pas comme ça. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement Matata, tel qu'il est là, il doit d'abord consulter les populations. Ils ont l'emploi, il faut qu'ils soient payés, il faut un salaire gratifiant quand même. Il faut qu'avec son salaire, qu'il puisse au moins manger, subvenir aux besoins élémentaires de la famille. Donc le panier de la ménagère soit respecté. Voilà, les paniers de la ménagère soient respectés. Pour l'instant, on ne peut pas construire une nation en détruisant le tissu familial. C'est le socle même de toute une nation, de la société. Si le tissu familial est malade, c'est toute la nation qui est malade. Aujourd'hui, les papas n'ont plus d'autorité parentale par rapport à leurs enfants parce qu'ils sont incapables d'assurer leur autorité parce qu'ils n'ont rien. Les parents sont presque démissionnaires. Comment voulez-vous que quelqu'un qui va au travail, on lui paye 50 €, 50 € alors que le sac de manioc coûte encore plus cher que ça. Donc ça, ça ne peut pas contribuer à construire un Congo fort. Pour construire un Congo fort, l'élément central, l'élément principal, l'accent doit être mis sur l'individu, sur l'être humain, sur les Congolais, sur les citoyens congolais. La modernité, la révolution de la modernité, c'est bien, mais où est la place de l'individu, des citoyens congolais dans son bien-être? Ce n'est pas encore arrivé, mais nous espérons que donc ils vont travailler pour ça, pour améliorer les sociales des peuples congolais. Alors, améliorer le social, bien entendu, il faut passer par l'économie, passer par des banques fortes. Or, le contrat signé avec la Chine veut se retirer aujourd'hui de la RDC tout en disant que c'est un pays qui est ingouvernable, qui est ingérable, vu la malversation et également la forfaiture au sein de ces gouvernements. Que pensez-vous de cela? Bon, mais je crois que donc il y a le banque qui a assuré Ils ont apporté quand même leur déni, ils ont apporté quand même un apport considérable. Ils veulent retirer leur... qui a assuré les investissements chinois au Congo avec l'accord avec le gouvernement. Il y a des soucis. Les soucis, c'est quoi? C'est vrai par rapport à ce qu'on dit, mais il y a des accords qui ne sont pas des accords transparents, on ne peut pas, on n'a pas assez d'éléments pour analyser ces accords, mais tout ce qu'on sait est que si... Il y a eu des contrats léonins, il y a eu également de l'injection de plusieurs milliards de dollars au sein de notre économie, plus de 4 milliards dans un premier temps, et 3 milliards après, 17 milliards. Donc ça fait des sommes colossales. Aujourd'hui, la Chine dit non. Il y a contre-productivité par rapport à ce que leur expert prévoyait par rapport aux investissements qu'on démarre, le retour d'investissement. Donc ils ne voient absolument rien avec ces gouvernements. Oui, d'après mes informations, d'après ce que je sais, ou ce que j'ai appris, c'est que donc la Chine n'a même pas versé plus d'1 milliard. Il a versé dans un premier temps 400 et quelques millions, et encore 400 et quelques millions, ce n'est même pas 1 milliard sur l'ensemble de 6 milliards qu'il avait promis. Et après, la Chine considère que les concessions qu'il avait reçues ne vont pas rapporter. Il demande... Il n'y a pas les retours d'investissement. Voilà, il demande maintenant les négociations pour que la part du gouvernement qui le détient dans GECAMIN puisse le vendre à la Chine. C'est-à-dire que donc, la Chine aura le contrôle total de GECAMIN, et c'est que le gouvernement dit non. Alors maintenant, la banque qui garantissait les investissements se retire, donc ce n'est pas une bonne nouvelle pour le Congo. Hein?
bien que donc il y a eu des accords que nous ne connaissons pas, mais bien qu'il y a eu des accords lyonnais, mais au moins c'était au moins les accords qui devaient ramener construction des infrastructures routières, tout comme ça au niveau de notre pays. Donc on ne peut pas jubiler, on ne peut pas être fier ou être content de retrait chinois parce que c'était quand même un contrat signé par le gouvernement qui devait apporter, même si ce n'est pas un contrat qu'on attendait, il n'y avait pas la transparence, mais au moins ça allait servir le Congo dans la construction des infrastructures. Alors il y a un problème, le problème est là. Je crois que donc la Chine, quand il est venu au Congo, il est venu parce qu'il a anticipé de faire des bonnes affaires. Au Congo, il y a la possibilité de faire des bonnes affaires. Je pense qu'il est temps pour que le gouvernement se mette autour de table avec la Chine pour retrouver de meilleures conditions d'évoluer ensemble. Parce que la Chine n'est pas seulement au Congo. Au Congo-Kinshasa, au Congo-Brazzaville, il est là-bas. On voit dans toute l'Afrique. Alors, on voit comment ils évoluent. Pourquoi devraient-ils les retirer au Congo? Donc, c'est qu'il y a le malaise, soit du côté des gestionnaires congolais. Donc, c'est à partir de là qu'il faudrait que les choses soient remises sur la table et qu'elles soient claires pour quand même maintenir ces investisseurs chinois sur notre sol. Alors, restons toujours dans le cadre d'investissement en RDC. Le bailleur de fonds, les investisseurs peinent à aller investir en RDC tout en disant que le climat des affaires ne sont pas propices par rapport à tout ce qui se passe en RDC. Il y a l'insécurité, il y a de malversation, il y a la corruption. L'ensemble de tous ces éléments-là font que personne ne veut investir en RDC. Nous allons vers une banqueroute en RDC. Non, c'est vrai que donc les investisseurs investissent pour gagner. Ils ne veulent pas aller investir à risque. Actuellement, il y a l'instabilité. L'avenir du Congo, actuellement, on ne sait pas. Il est en train de tanguer. On ne sait pas le lendemain. Chaque jour que le Congo se réveille, c'est un jour qu'on dit que merci Dieu. Parce qu'on ne sait pas ce qui arrive le lendemain. Il y a effectivement l'instabilité, il y a l'insécurité, il y a la corruption, il y a tous les ingrédients qui font qu'un investisseur ne peut pas risquer ses fonds en investissant dans le pays où les mines, quand ils prennent l'argent pour verser, ça disparaît, les 8 millions disparaissent ou les 80 millions disparaissent en cours de route. Non, ce n'est pas possible. Parlant de ces 80 millions-là, voilà. Aujourd'hui, le frère de Joseph Kabila est accusé, montré du doigt. On a retrouvé, comme par hasard, ces 80 millions. Bah, voilà, donc c'est parce qu'il y a eu les retraits de IT. Voilà. On a fait dégager le Congo parce qu'il n'y avait pas la transparence et par rapport à ça, c'est quand même la honte au niveau de tout le monde. Il faudrait quand même trouver des traces et ils ont travaillé. Et est-ce qu'ils ne le savaient pas à l'avance? Ils devaient le savoir parce que depuis que ce n'est pas arrivé sur les comptes, de l'autre côté, il y a quand même on sait comment on fait des comptes, non? Les comptes des nations, quand on a versé, il y a des papiers, il y a des factures, il y a tout ça. Et quand ils ont vu ça sur les comptes, ils n'ont pas vérifié qu'il y a un manquant de ça, il fallait attendre qu'on soit retiré, que ça passe sur la place publique pour les retrouver. Donc c'est ça la politique de l'impunité que nous ne voulons pas. Nous voulons que donc la personne qui est coupable subit la loi et de la justice et qu'il n'y ait aucune personne au-dessus de la loi au Congo. Alors au-dessus de la loi, on parle en RDC encore avec des éléments à l'appui que le Congo fonctionne avec deux gouvernements. Le gouvernement parallèle, donc de Jeannette Kabila et Zoé Kabila, et le gouvernement Matata Ponyo. Que pensez-vous de ces deux gouvernements? Bon, en tout cas, je ne sais pas moi, je sais qu'il y a un seul gouvernement, le gouvernement de Matata Ponyo, c'est le gouvernement que je connais qui est légal. Maintenant, s'il y a des frères ou l'entourage du président qui exercent des pressions... Pas des pressions, ils signent des contrats sans que le gouvernement en place soit au courant de ces transactions établies entre des personnes et les investisseurs. Mais si le gouvernement n'est pas au courant de ces contrats, mais il doit néanmoins voir que donc les investisseurs sont sur le terrain. Mais les investisseurs qui sont sur le terrain, sur telle concession, ils sont qui les a signés. Mais s'il y a l'administration parallèle, les gens qui ont signé sans passer par le gouvernement, ben, si le gouvernement ne dit rien, la faute est au gouvernement aujourd'hui, parce que ça continue avec la politique que nous décrions, la politique de l'impunité, et nous ne voulons pas cela. Il faut que le gouvernement soit juste et conséquent envers lui-même pour dénoncer et punir les coupables qui bradent le pays de cette façon. Je terminerai avec la partie économique.
avec cette question de la bancarisation de salaire. Que pensez-vous de cette option prise par le Premier ministre Matata Ponyo? Moi, je dis que c'est merci, c'est la félicitation, parce qu'aujourd'hui, dans tous les pays du monde où ils ont vu la prospérité économique, les salaires ne passent pas dans des enveloppes. Hein. On paye par rapport à un moment, quand on dépasse un certain montant, on n'a pas le droit de payer en espèces, on paye par la banque. C'est une bonne chose, c'est une bonne initiative. Naturellement, il faudrait que donc les banques arrivent un peu partout à l'intérieur du Congo, parce que si chez moi, à Bolobo, à Yumbi, il n'y a pas de banque là-bas. Les enseignants qui sont là-bas attendent de l'argent que le gouvernement versera par exemple dans les banques à Bandundu. Mais ce qu'on a craint que ça se fasse à partir de Kinshasa vers Bandundu, ça se fera à partir de Bandundu vers l'intérieur du pays. Donc ce n'est pas une résolution des problèmes, mais c'est quand même une bonne initiative que moi j'approuve. Mais il faut maintenant que les banques soient dispatchées sur l'ensemble du territoire congolais pour que chaque enseignant ou chaque fonctionnaire ou chaque personne qui travaille ait son compte afin de recevoir son argent par le mécanisme de la banque. Parce que ça évitera les détournements des salaires. Le pauvre qui attend de 20 $, là, ils font 5, 6, 7 mois, l'argent part à Dubaï, il fait des tours à Dubaï pour faire les intérêts. Non, c'est pas comme ça. Donc je crois que c'est une bonne également de salariés fictifs. Hein. Et des salariés fictifs aussi. Ça lutte contre ça aussi. Moi je crois que c'est une bonne initiative. Maintenant il faut qu'il continue pour que les banques soient partout sur l'ensemble. Alors pourquoi les députés ont voulu voter une motion de censure contre Matata Ponyo concernant cette histoire de bancarisation, également le salaire de députés qui devait passer de 6 000 $ à 13 000 $ à peu près. Bon, je crois que donc si les députés étaient beaucoup plus mécontents, ça sera beaucoup plus du refus du gouvernement à augmenter leur émoluments plutôt que de la bancarisation de la paye. Ils ont demandé à ce que leur émoluments soient rangés comme les sénateurs à l'ordre de 13 000. Et là, même les fonctionnaires qui ne gagnent rien étaient mécontents de cela. Ils ont commencé à crier, ils s'allaient barder dans les pays. Et ce qui fait que donc, je crois que la motivation principale des motions de censure et qui allait passer, n'était était la pression du gouvernement ou du pouvoir sur les députés, la motion allait passer, la motion Mario Baudouin allait passer. Et c'est par rapport à ça, je crois, les mécontentements, c'est par rapport au problème des démoulements, et je ne pense pas que c'est par rapport à la bancarisation. Alors, le social, on va terminer avec le social, puis on rentrera dans votre activité, les prochaines activités actuelles que vous faites, les parents de la diaspora, on terminera avec cela. Et le social aujourd'hui, pour vivre à Kinshasa, ça devient un combat au quotidien. Chaque jour suffit sa peine. Et les Congolais vivent très mal avec 80% de chômage. Comment peut-on faire pour éradiquer ce chômage créé des richesses et de l'emploi? Okay. Avec, bien entendu, la rigueur qui est mise en place avec le gouvernement de Matata Ponyo, qui sert les entreprises et non la population. Oui. L'expérience que j'ai vécue, que je connais pour avoir sillonné le Congo profond, la surpopulation de Kinshasa est due à l'exode rural. C'est-à-dire que dans les villages, où il y a aussi des guerres, mais les villages aussi meurent à petit feu. Il y a les problèmes de désertification, qui étaient les greniers de Kinshasa. Et là, on trouve des poissons, etc. Et les poissons, mais aujourd'hui, on a des poissons. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la politique de pêche. Un petit poisson, un grand poisson, c'est le poisson à pêcher. Il faut observer parfois les périodes où pour attendre que donc, les poissons puissent grandir ou contrôler les mailles des filets. Il n'y a rien qui se fait. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans mon village, dans ma région, dans mon territoire, Bolobo et Yumbi, on a du mal à attraper des poissons. Et quand on monte au niveau de la culture des manioc, on a des problèmes, parce que la manioc demande de sol encore vierge et fertile pour faire 5 ans, mais au bout de 5 ans, ça ne donne plus rien. Et il faut renouveler la terre. Il faut renouveler la terre, mais ça, rien ne s'est fait. Non seulement qu'on détruit les forêts, mais il y a des rectifications.
acheter des armes, il s'approprie les matières premières, comme l'or et d'autres minerais, dont le sous-sol de la province regorge.